De la main tendue à la signature de l'accord politique de gouvernance, quel bilan peut-on faire de l'an 1 du deuxième quinquennat du président Ibeka? En tout cas, le tribunal de l'actualité a décidé ce soir de se pencher sur la question. Pour ouvrir les débats avec moi, Aboubakar Sidiki Fomba, président de l'ADPM. Bonsoir, M. Fomba. Bonsoir. Moussa Ag Atayer, il est le porte-parole de la CEMA. Bonsoir, M. Atayer. Bonsoir. Nous, Sarr, président du parti FAD. Bonsoir, M. Sarr. Bonsoir, Sidibé. Et Sidati Koulibaly de l'Union des jeunes du parti RPM. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour la présentation. Ce 4 septembre marquait jour pour jour l'an 1 du deuxième quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un quinquennat qui a été marqué, qui a démarré plutôt sous une forte ébullition du Front social, couplé au rejet des résultats de la présidentielle par une bonne partie de la classe politique, sans oublier l'exacerbation de la tension entre les communautés Peul et Dogon dans le centre du pays. Un an après, Ibeka a-t-il pu contenir ou maîtriser ces trois grands fronts? Nous allons poser la question à Sidati Koulibaly du parti présidentiel. Merci beaucoup, M. Sidibé. Je salue tous les téléspectateurs en ce moment qui nous suivent. Avant de me prononcer sur votre question, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République pour cette première année du deuxième quinquennat. Et aussi, permettez-moi de réitérer les vœux de bonne santé, de longévité au président de la République pour pouvoir enfin conduire les bateaux maliens à bon port, dont il a la vocation, il a la conviction et il a l'engagement que nul Malien aujourd'hui ne doit douter. Ceci étant, M. Sidibé, la première année du second quinquennat du président Ibeka, nous pouvons dire que ça a été émaillé avec beaucoup de difficultés. Mais Dieu merci, à l'ère où nous sommes, nous pouvons dire que le bout du tunnel commence à venir. En ce sens que les tensions auxquelles vous avez cité tout de suite, quand même tendent à être apaisées. Si vous constatez avec moi que la crise au centre, avec les multiples missions du président et du premier ministre actuel, commence vraiment à s'effriter. Et aussi, le front social, quand le mandat a commencé, il y avait beaucoup de problèmes, des préavis de grève par-ci par-là. Et Dieu merci, nous sommes parvenus quand même à bout de ces problèmes. Okay. Donc, pour un début, voilà ce que je peux dire par rapport à cette première année du second quinquennat. Okay. Merci. Fomba, un an après, le ciel se dégage sur le Mali. Voilà, bon, je remercie les téléspectateurs et nos auditeurs de la radio. Permettez-moi de prier pour tous ceux qui ont rendu leur âme pour la cause de ce pays. Et de saluer aussi la mémoire de Amadou Djikoroni. Et également de saluer la mémoire de Mugabe, qu'on vient de perdre, un panafricaniste pur. Le président zimbabwéen. L'ex-président zimbabwéen. Ceci étant, la première année du bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta, placé sous le signe de la jeunesse, ne peut être qu'un bilan généralisé de catastrophe, sinon c'est une catastrophe généralisée. Une catastrophe généralisée politique, sécuritaire, culturelle et même économique. Ce bilan, placé sous le signe de la jeunesse, qui est très regrettable d'ailleurs, je me suis amusé à faire des éléments. Pendant une année, ils ont fait 800 nominations à peu près, avec 19 à 20% de jeunes de 18 à 35 ans. Mais est-ce que vous analysez si vous voulez, quand on dit qu'un mandat est placé sous le signe de la jeunesse, de la promotion, est-ce que vous le voyez en termes de nomination? Mais tu sais, non, mais écoute-moi, il ne faut pas me couper. Okay, j'ai commencé déjà à te parler de ça. Oui. Parler d'une nomination pour un mandat de la jeunesse, c'est une insulte. Okay. Je vais en venir. Maintenant, dans la même année, on fait une éducation sexuelle complète pour nuire à l'avenir de ces mêmes enfants. Mais le président n'était pas au courant. Hein. Comment le président n'est pas au courant? Donc ça veut dire qu'il n'est pas le président de la République. Éducation sexuelle complète, engagée par le gouvernement, engagée par
un gouvernement en place que le président n'est pas au courant. Vraiment, il faut essayer d'éviter d'insulter la mémoire des gens. Et à la même année, on organise un examen pendant que les écoles publiques, ou qui est même un droit constitutionnel à ces enfants, n'ont étudié que pendant 3 ans, et les écoles publiques, et pendant 3 mois, et les écoles privées pendant 9 mois, on les fait compétir ensemble. Donc le verre est carrément vide, quoi. Non, mais au même moment, dans la même année, on a 500 morts, dont 70% sont des enfants encore. Au même moment, c'est des délinquances financières avérées dans un pays qui n'existe pas. C'est une catastrophe généralisée. Et je crois qu'on va rentrer dans le débat. Il est très important. Donc je qualifie ce bilan de catastrophe généralisée. Nous savons que vous êtes de l'opposition et pratiquement on a une idée sur le jugement que vous allez faire sur en tout cas sur l'an 1 de ce début de quinquennat. Quel est déjà votre regard? Merci beaucoup. On ne peut dissocier le bilan de la première année du second mandat du bilan du premier quinquennat. En 6 ans, nous avons plusieurs centaines d'écoles fermées dans le centre du pays. En 6 ans, mais nous avons décidé ce soir d'arrêter le curseur sur la première année de ce premier quinquennat, de ce deuxième quinquennat. En une année, il y a eu 700 morts dans le centre du pays. Le président n'est plus de facto quand même, ça c'est une avancée. En une année, il y a des hôpitaux délabrés. En une année, notre pays aujourd'hui, comme je vous le dis toujours, a été inscrit sur la liste des États voyous. En une année, nous avons vu un chef d'État reconnaître lui-même qu'il est à la tête d'un régime corrompu. En une année, ce sont des avions cloués au sol. En une année, ce sont des Maliens qui ont pris le chemin de l'exil. En une année aussi, on a vu que le président passe du président de facto à un président reconnu quand même. En une année, ça c'est une avancée. C'est un chef d'État qui aujourd'hui est dans une crise profonde, dans une crise politique. Et c'est un fait. Mais la post-crise, crise post est derrière nous quand même. Je vous dis, l'élection, ça fait plus d'une année. Les choses ont évolué. On ne parle plus de président de facto au Mali. Les lignes ont bougé. Bon, on ne parle plus de président de facto parce que il y a un homme, parce qu'il a pu contenir, qui a, d'une façon ou d'une autre, savoir faire un sacrifice pour ce pays, comme il sait toujours le faire. En une année, la vérité c'est que des femmes meurent au couches au Gabriel Touré. En une année, c'est un chef d'État qui démontre tous les jours qu'il n'a pas la mesure réelle de la situation du pays. En une année, c'est Kidal qui confirme qu'il ne fait plus partie du giron malien parce que les séparatistes qui sont les enfants gâtés de la République, ont mis main basse sur cette région. En une année, ce sont des mouvements de troupes pour prendre le contrôle de Tombouctou, pour faire de Tombouctou Kidal, un Kidal bis. En une année, c'est un pays désolé, c'est un pays meurtri, c'est un pays dont les ressources sont pillées. Et là, je cite l'ancien ministre de la Justice, qui l'a dit, sur 100 milliards de recettes, 40 milliards sont détournés au Mali. Et ça, le responsable, c'est bien M. Ibrahim Boubacar Keïta et ses alliés. Ok. Moussa Agataher, comment vous entrevoyez ce départ du nouveau quinquennat du président Ibeka? Merci beaucoup, M. Sidibé, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs, les auditeurs. Je vous remercie pour cette habitude désormais qu'on a avec vous de pouvoir venir discuter en toute responsabilité des questions qui nous intéressent tous, ce qui concerne le peuple malien en général. Moi, je n'ai pas de lecture politicienne. Je ne suis pas là pour ça. Je pense qu'il faut inscrire l'année, cette année passée du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays, dans le cadre de son deuxième mandat, dans le cadre global du pays. Je pense que le pays souffre. Il a souffert pendant les 5 ans, il a souffert pendant cette année, il a souffert avant l'arrivée de Ibeka. Il faut inscrire les difficultés que citent mes compatriotes ici et ailleurs. Il faut les inscrire dans un cadre global d'un pays en crise. Et la crise, elle date de 2012. Et depuis 2012 à aujourd'hui, nous avons effectivement fait une traversée du désert au cours de laquelle il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne vais pas les énumérer. Et je pense aussi que nous attendons
de la part, pas seulement du président de la République, mais des acteurs de la vie politique, des signaux d'apaisement et de contribution à retrouver un État normal, un pays normal. Okay. En termes de la mise en œuvre de l'accord, concrètement, est-ce que vous avez enregistré des avancées pendant cette année-là? Bon, l'accord, il a été signé en 2015. Et depuis 2015, il est clair qu'il a enregistré d'énormes retards qui font partie de ce qui a concouru à enregistrer un certain nombre de problèmes qu'on déplore aujourd'hui au nord comme au centre. Donc, pendant pratiquement 4 ans, on a fait du surplace dans cet accord-là. Il y a eu un problème sérieux de volonté politique, de courage politique de la part des autorités, qui ont fait que pendant 4 ans, on a tourné en rond. Maintenant, entre-temps, je pense qu'il y a eu un certain nombre de dynamiques qui ont été enclenchées et nous pouvons s'allier à présent cette dynamique commune d'aller vers une forme d'accélération du processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui, les acquis, bon, ils ne sont pas nombreux, mais par souci d'être sincère avec soi-même, il y a des aspects aujourd'hui qui sont en train d'être mis en œuvre, qui sont à s'allier. Nous avons plusieurs volets aujourd'hui auxquels le gouvernement est en train de s'atteler, les volets défense et sécurité, les volets institutionnels et les volets de développement. Donc, parmi les acquis, on peut citer la finalisation des aspects réglementaires pour la mise en route de la zone de développement des régions du Nord. Sur le plan toujours institutionnel, on a assisté à la validation d'un certain nombre de décrets qui vont aider à la mise en œuvre des aspects institutionnels de l'accord. Maintenant, sur le plan de défense et sécurité, nous avons le processus de DDR qui a travaillé entre-temps et depuis seulement une semaine, nous avons assisté à la sortie de la première promotion du mécanisme opérationnel conjoint. En termes de la mise en œuvre de l'accord, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie si on continue à être sincères les uns envers les autres, si on continue à faire preuve d'un courage politique et d'une volonté politique sincère et réelle de la part de tous les acteurs. Ok. Sidati, oui. Vous notiez après Noussar et Fomba tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de choses ont été dites qui, de mon point de vue, aujourd'hui, on doit se réjouir. Un problème peut être créé, mais trouver la solution aussi est une autre chose. Dans la mesure où on a parlé d'éducation, comme Fomba l'a dit, éducation sexuelle non complète, je crois que ce fut un moment de surenchère pour certains. De surenchère pour certains qui avaient pensé que peut-être le gouvernement était impliqué, comme vous l'avez dit vous-même, que le président disait qu'il n'était pas au courant. Maintenant, être au courant ou ne pas être au courant, quand même, on est parvenu à bout de cette situation. Ça, il faut le reconnaître. Et avec mais ça a valu le départ du Premier ministre. Bon, c'est vous qui saurez. Est-ce que c'est ce qui a fait partie du Premier ministre? Ça, bien entendu, les Maliens sont témoins. En tout cas, moi, je ne saurais dire ça ici. Je sais que ce n'est pas ce qui a fait partie du Premier ministre. Et ça ne saurait même faire partie un Premier ministre. Nous sommes dans un état de droit, un état sérieux. Donc, chaque domaine de compétence est quand même attribué à certains. Chacun doit quand même rester dans son domaine. Maintenant, on a parlé d'avions coulés au sol. Je crois que la réponse a été donnée avant-hier seulement par le président de la République lors de son discours, l'interview accordée à l'ORTM. Il a dit, c'est-à-dire que les gens veulent vraiment envenimer ou bien donner vraiment des tournures à la chose qui ne valait pas la peine. C'est un hélico seulement, il a dit. Je crois qu'on doit quand même avoir confiance à la parole d'un président de la République. Mais quand on dit des avions coulés, on dirait que tous les hélicos qui ont été achetés... Mais même si un seul avion est cloué au sol, là, ça doit susciter l'attention du peuple. Je suis d'accord, mais quand il dit que des responsabilités seront situées, ça aussi, c'est quand même des mesures qui vont être prises. Mais comme les Maliens sont habitués à ce genre de discours, on ouvre les enquêtes, on annonce que les responsabilités seront situées, mais après, il n'y aura rien. Vous savez, au Mali, on se permet trop. Okay. Si je peux le dire ainsi, le domaine militaire doit rester un domaine vraiment secret. Okay. Un domaine secret, on ne doit vraiment pas s'aventurer dans ça. Si on veut vraiment avoir un état, comment dirais-je, dans un état où on respecte les règles du jeu, on doit quand même se priver d'entrer dans ce domaine, surtout dans un pays qui revient d'une crise qui continue jusque-là. Maintenant, quelqu'un l'a dit ici, on parle d'ancien ministre de la Justice qui a fait une révélation. Bon, c'est aussi à la mode. Moi, je crois que je ne vais pas, permettez-moi le terme, indigne, je ne vais pas l'utiliser.
Mais un ministre qui sert dans un gouvernement pendant des années, des choses qui ont été confiées à vous, vous ne parvenez pas à les gérer après avoir, je ne sais pas, rejeté du gouvernement. Ça, quand même, il faut qu'on sorte de ça maintenant, qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons dans ces pays-là. Ok. Voilà. Et Fama, est-ce que le fait que le président quand même a pu maîtriser le front social et le climat politique ne doit pas être mis à son crédit? Quel climat politique? Avec la signature de l'accord politique? L'accord politique, ça c'est un accord d'arnaque. C'est une insulte à la majorité présidentielle. C'est une insulte à la démocratie. De la classe non, politique. ceux qui le disent, ça c'est leur problème. L'accord politique de gouvernance, c'est une arnaque. C'est du banditisme politique. Si on se permet ainsi. Nous, on a tout le temps dit, c'est-à-dire comme il est en train de le dire, que le président dise l'avion coulé, ça, le président l'a dit, mais cela ne peut pas donner, n'est pas une justification Justement. par rapport à ça, non. Mais c'est l'impôt même du le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale a confirmé cela. Il a dit qu'il craint si on n'a pas été floué. Ça confirme la thèse du président de la République. Sidibé, Oui. écoute-moi. Le président de l'Assemblée, son rôle, c'était d'interpeller le ministre pour nous donner des explications par rapport à la question d'avion. En disant ça par-ci, par-là, il n'a pas joué son rôle. D'abord, il doit reconnaître que lui, il est mal placé pour en parler. On a utilisé l'argent de l'État, de notre contribuable, dans des avions dont l'usine de fabrication est en fermeture, dont on ne peut pas avoir les pièces de recharge. Dire que la question de l'armée est une question qu'on ne doit pas toucher pendant que c'est la politique qui détermine l'orientation de l'armée, c'est de jouer par la politique de l'Autriche. Nous sommes en droit de faire en sorte que notre armée soit dans les bonnes conditions. Et on doit exiger cela pendant qu'une loi de programmation a été votée. Mais est-ce qu'on doit exhiber la chose En tout cas, l'armée, c'est quand même la grande guerre dans tous les États du monde. Qui a dit à la télé devant tout le monde qu'on a acheté des avions et que c'est du contribuable malien? Mais ça, c'était dans la foulée des campagnes présidentielles. Est-ce qu'on a besoin de faire une campagne avec un pays qui est en guerre? Maintenant, pour en revenir à cela, moi je dirais tout simplement, l'accord politique de gouvernance, comme je l'ai dit, c'est un accord d'arnaque. C'est un accord qui a permis à certains partis politiques... Donc votre parti n'a pas signé l'accord? Jamais. Nous, on a dit que ça, c'est de l'arnaque. Nous ne sommes pas d'accord, c'est une insulte à la démocratie. On signe un accord et sur des principes qui n'honorent même pas la démocratie malienne, qui décrédibilisent l'homme politique. Il n'y a aucun élément dans cet accord qui n'est pas d'abord la mise en application du programme présidentiel. Maintenant, par rapport à l'accord d'Alger, dont vous avez posé la question, que mon collègue dit qu'il y a eu des avancées. Moi, je suis heureux de t'avoir en face aujourd'hui. Je voudrais que tu me dises clairement qu'est-ce que la CEMA a fait exactement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'application. Parce que vous n'avez jamais été désarmé. Et de façon en violation flagrante de notre constitution et de toutes les lois, la CEMA et ses collatéraux ont accédé à des autorités intérimaires. Là, l'accès au pouvoir public de l'État obéit à 3 règles. Le concours à la fonction publique, la voie électorale et les mérites. Oui, mais c'est l'État qui est signataire, le gouvernement qui est signataire de cet accord. On n'a pas vu le gouvernement se plaindre à ce niveau. Non, mais nous, l'accord d'Alger, c'est un accord pour le Mali. Ce n'est pas un accord ni pour la CEMA, ni pour le président de la République. Il faut que les gens le sachent. Mais vous n'avez pas, le peuple n'a pas été associé. Non, c'est la raison pour laquelle le peuple n'a pas... qui a signé l'accord, mais au nom du peuple. Non, écoute-moi. Le peuple n'a pas été associé, mais on est en train d'utiliser l'argent du contribuable malien pour faire loger ces mêmes signataires de cet accord d'Alger. Donc le peuple est qui alors? Qui sont maliens aussi. Donc, si nous sommes tous maliens, est-ce que nous devons nous mettre en dehors de cette question? C'est pour cela que nous disons que cette question d'accord d'Alger doit être discutée en malien. Mais est-ce que l'accord politique n'est pas une bonne occasion? L'accord politique... Le dialogue politique inclusif prévu par l'accord politique n'est pas une bonne occasion pour mettre sur la table cette question-là? Tu es même en train de dire pourquoi on refuse l'accord politique. L'accord politique de gouvernance a été signé pour 3 raisons. Ça a été signé premièrement. Ceux qui l'ont signé, ils ont signé pour appliquer l'accord d'Alger tel que décrit dans son mécanisme. Donc un dialogue politique ne peut pas changer le contenu de l'accord d'Alger, ni de faire une relecture. Deuxièmement, cet accord politique de gouvernance vise une révision constitutionnelle. Troisièmement, cet accord politique de gouvernance nous demande de ne rien dire aux forces étrangères qui sont présentes au Mali, même si nous ne sommes pas contents de leurs prestations.
Voilà des éléments qui sont là, qui font que cet accord n'est qu'ouvrir la voie à des gens pour accéder au pouvoir et partager le gâteau au nom du Mali et au nom de certains partis de l'opposition. Okay. Donc moi je vais terminer pour te dire que cet accord d'Alger dont on parle, ça n'a pas avancé parce que la CEMA n'a pas la volonté réelle. Et la volonté politique que nous voulons, c'est l'entrée de notre armée à Kidal. Donc le gouvernement, on ne peut rien reprocher au gouvernement. Non, pas reprocher au gouvernement, mais ce que nous voulons comme volonté politique de la part du président et du gouvernement, c'est la présence de l'armée malienne à Kidal. Mais l'accord prévoit la présence d'une armée reconstituée. Non, l'accord ne prévoit pas ça. L'accord prévoit le désarmement. Ils n'ont jamais été désarmés. Okay, ils n'ont jamais utilisé la volonté. On va faire donc moi, je vais terminer là pour te dire tout simplement. Je vais vous redonner la parole. Voilà, Noussar, on a vu quand même que le président, aujourd'hui, quand même, a à la limite une certaine sympathie auprès de certains de vos camarades de l'opposition. Est-ce que ça, ce n'est pas une avancée aussi? Eh bien, je pense que les Maliens nous regardent. Il convient de leur dire la vérité et toute la vérité. Vous commencez, vous continuez à garder votre ligne. Nous l'avons dit ici, nous ne reviendrons pas là-dessus. L'accord politique de gouvernance est une véritable escroquerie. C'est la première phase de l'escroquerie en cours. La deuxième phase de l'escroquerie en cours, c'est le dialogue politique, qui est un échec, comme l'accord, qui va être un échec de toute façon. Mais il faut dire la vérité aux Maliens. Mon frère Moussa Agater a parlé d'avancer sur l'accord. La vérité, c'est que l'accord d'Alger est inapplicable. Parce qu'il est antinational, il est antidémocratique, il est contre la souveraineté du Mali. Mon frère Fomba, quand on lit l'accord, parce que les Moussa Aga, Sarid et autres, aucun d'entre eux n'a participé à la rédaction de l'accord. La vérité, ce sont de grands cabinets, à la solde de l'étranger, qui ont rédigé ce document et qui l'ont fait valider. Ça, c'est un procès d'intention. Lisez l'accord. Moi, je vous dis les choses qui sont sur la base de pièces rapportées. Parce que là, vous n'avez pas de preuves par rapport à ce que vous avancez. Quand vous lisez l'accord, à aucun moment le désarmement n'est prévu. On a mis le mot DDR tout simplement pour faire plaisir aux plus idiots. Parce qu'on nous dit qu'il y aura des MOC. Les MOC, les patrouilles mixtes, c'est avec les groupes armés. Mais qu'on nous dise, ils vont faire les MOC, là, les patrouilles avec les dents ou avec du sable, mais c'est avec des armes. Et ensuite, on vient à l'armée reconstituée, à la police reconstituée. Donc, en réalité, à aucun moment, il y aura de désarmement. L'accord procède de la falsification de notre histoire. L'accord fait de l'Azawad une nation. Et cela relève. Non, je vous en prie, ce débat n'est pas derrière nous parce qu'il va de la survie de notre pays. Ce débat n'est pas derrière nous parce que c'est la dignité de notre peuple. Donc, c'est une falsification de l'histoire et ça pose très mal le problème dans le septentrion. Mais permettons de dire au Mali, permettez-moi de le dire, ce n'est pas nous qui avons inventé le fait que nos avions sont cloués au sol. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons employé le mot floué. Ce sont des hommes de la majorité et des hommes bien avertis. Que s'est-il passé? Le Mali a commandé 6 hélicoptères Super Tucano au Brésil. Ces 4 hélicoptères, 6 avions d'observation et de combat Super Tucano, comme le Niger, comme la Mauritanie. C'est 6 qui ont été commandés. C'est 4 qui ont été livrés au Mali. Et l'argent de 2 avions ont été arrangés dans des sacs en dollars et on les a rapatriés à une destination que vous savez bien sûr. Mais c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a mis sur la place publique que les avions ont été acquis dans une quincaillerie brésilienne. Ce n'est pas Noussar qui les vante. C'est quand il était opposant. C'était le discours de l'opposant. Noussar, c'était le discours de l'opposant. Il faut mettre ces propos-là dans son contexte. Je vous en prie, et les faits sont là. Les avions Tucano de l'armée malienne n'ont pas de viseur, ne peuvent pas mener des opérations de combat. C'est ça la vérité. La vérité, c'est rendre service à notre armée. C'est dire les choses telles qu'elles sont. C'est que ceux qui ont pillé les ressources du pays, ceux qui se sont sucrés le dos, les yeux et le ventre dans l'argent du compatriote malien doivent rendre les comptes à la justice. Donc, M. Sidibé, nous sommes aujourd'hui dans une situation de statu quo. Parce que l'accord d'Alger est fait pour maintenir le statu quo. Pour permettre aux Maliens, pour faire en sorte que les Maliens soient gagnés par le découragement et la lassitude, afin de maintenir cette situation de non-droit, de non-État à Kidal, pour permettre aux séparatistes
qui sont en réalité les enfants pourris de la République. Parce qu'ils sont dans les hôtels ici, ils sont nourris, logés, ils perçoivent, c'est le chef d'État qui l'a dit lui-même, ils perçoivent des centaines de millions en termes de per diem, mais dans le même temps, ils empêchent, par la complicité d'un régime incompétent, totalement irresponsable, ils empêchent la République de s'exprimer à Kidal. Qu'est-ce qu'on nous dit, M. Sidibé? On nous dit, pour terminer, qu'il y a le gouverneur à Kidal, qu'il y a les symboles de l'État. Soyons sérieux. Dans tout État, il y a une distinction fondamentale entre l'État et les symboles de l'État. Aujourd'hui, Kidal est sur la voie de l'indépendance. Kidal, vous pensez que Kidal n'est toujours pas dans les girons du Mali? Kidal est malgré la présence Kidal est aujourd'hui une région autonome, dont c'est la CEMA et ses alliés djihadistes qui contrôlent la ville, qui font ce qu'ils vont, et c'est conforme, bien sûr, à l'accord d'Alger, c'est conforme au pacte de Bourem signé entre les Ifogas et le colonisateur Monsieur français. Attaher, comment vous avez accueilli au niveau de la CEMA la signature d'un accord politique de gouvernance entre la majorité présidentielle, si vous voulez, entre le gouvernement et une bonne partie de l'opposition? Nous, on est perdus. On est perdus sur cette question d'accord politique de gouvernance. Et j'ai un peu mal au cœur quand j'entends mon frère Sarr, parce que quand je vois des jeunes qui sont leaders de partis politiques ou de mouvements politiques, ça m'inspire de l'espoir de voir que la politique se fasse autrement. Mais quand j'entends les mêmes discours que j'ai vécus depuis que j'étais étudiant, par les mêmes acteurs qui, tantôt ils sont dans l'opposition, tantôt ils sont de la majorité, et qui changent de discours en fonction qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, je ne vous cache pas ma déception. Et nous avons apporté notre soutien à l'accord politique de gouvernance. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous n'avons pas signé cet accord parce qu'il y a un accord qui est l'accord d'Alger que nous avons signé avec le gouvernement et qui est vraiment le contrat sur la base de laquelle on allait faire avancer les choses. Maintenant, on est perdu. Je pense que beaucoup de nos compatriotes sont perdus parce qu'ils ont vu des acteurs qui étaient présents à la signature, qui aujourd'hui dénoncent ce même accord. Je vois des hauts représentants de l'opposition qui sont dans le gouvernement et pas n'importe quelle place dans le gouvernement, qui sont les avocats aujourd'hui de ce gouvernement, de l'État, de l'exercice du pouvoir, qui sont les avocats du président de la République. Et je vois de l'autre côté les compagnons de ceux-là qui sont au gouvernement, avec qui ils ont tout fait ensemble, ils ont tout rejeté ensemble, qui sont en train de tenir un discours différent. Donc, j'en appelle à l'esprit de cohérence des hommes politiques du Mali pour qu'ils arrêtent de faire vraiment, de créer le doute dans les esprits des gens. Maintenant, je vais réagir à certaines interpellations de certains de mes compatriotes ici dans ce débat. Quand on me demande qu'est-ce que la CEMA a fait pour que cet accord soit mis en œuvre, je pense que depuis que la CEMA a signé cet accord en juin 2015, nous n'avons fait que nous inscrire entièrement dans la lettre et dans l'esprit de l'accord. Et nous avons à plusieurs fois interpellé la communauté internationale chaque fois que l'accord est violé ou chaque fois que la mise en œuvre de cet accord est menacée, parce qu'à nos yeux, contrairement à mon frère Sarr, l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger est une solution pour une sortie de crise. C'est une crise cyclique. Les gens se focalisent sur 2012, mais nous sommes dans une crise qui date de 1960, depuis l'indépendance du Mali, qui revient régulièrement. Et il faut que les gens aujourd'hui affrontent la réalité en face, qu'ils arrêtent les procès d'intention et qu'on avance dans le fond du dossier. Maintenant, pour ce qui est de l'absence de l'armée à Kidal, pour ce que mon frère Sarr appelle un État ou une nation à Kidal, vraiment, il faut expliquer les choses. On ne va pas arriver, tant qu'on ne parvient pas à donner une vraie lecture, aussi bien de l'accord que de son esprit. Il n'y a pas un État à Kidal, en dehors de l'État malien, et il n'y a pas l'absence de l'armée à Kidal. Elle s'explique par un certain nombre de choses.
Et je suis étonné qu'on soit surpris qu'il n'y ait pas l'armée à Kidal. En 2012, on sait que jusqu'à la signature de l'accord, il n'y avait plus la présence de l'État dans toutes les régions du Nord. Il y a eu un accord et cet accord prévoit clairement comment l'État va revenir à Kidal. Parce que l'État, ce n'est pas seulement la présence des forces armées de sécurité à Kidal. L'État, c'est aussi les services de l'État, l'ensemble des services de l'État. Donc, dans l'accord, il est prévu un retour progressif de l'armée, des forces armées et de sécurité, dans le cadre de l'armée reconstituée. Et c'est inscrit noir sur blanc dans l'accord. Et cette armée reconstituée, elle doit se faire en fonction des différentes étapes des mécanismes de défense et de sécurité prévus dans l'accord, notamment le processus de DDR, le processus de l'intégration. Donc, pour les DDR, il dit qu'il n'y a pas de désarmement. Mais le désarmement se fait aussi dans un cadre. Les gens ne vont pas prendre les armes et les jeter quelque part. Ils vont se désarmer dans un cadre bien précis qui est couvert par le même accord et qui est dirigé par une entité, par une institution. Le DDR est une institution, c'est un organe qui a été mis en place et qui a des structures. Donc, nous avons commencé avec cela. Il y a une semaine, il y a la première promotion du DDR accéléré, donc des membres du mécanisme opérationnel conjoint qui ont fini leur formation militaire à Bafou, dans la région de Ségou. Et c'est ces éléments qui seront la première base de l'armée reconstituée avec les autres, leurs frères d'armes des femmes. Mais à terre, le fait que certains de vos éléments soient visés par le régime de sanctions des Nations Unies, est-ce que ce n'est pas une sorte de révélation d'une mauvaise foi de votre part, de la part de la CMA par exemple? Bon, vous savez, je pense que les sanctions, si à partir du moment où elles sont faites sur la base de faits, sur la base de preuves, personne ne doit les dénoncer. Mais si les sanctions se font sur la base de l'appartenance de quelqu'un à un mouvement, ou si ces sanctions permettent donc une sorte de... Donc vous contestez le bien fondé de ces sanctions-là? Non, je ne les conteste pas, mais je dis, et ça je pense que ce débat on l'a déjà eu avec les experts qui ont travaillé sur ces dossiers-là et dans le cadre du comité de suivi de l'accord, il faut tout simplement tout mettre en œuvre pour que les fondements de ces sanctions soient des fondements basés sur des preuves et des faits. Ok, d'accord. Et M. Koulibaly, on a vu quand même ce deuxième mandat a démarré sous une forte tension entre les communautés dans le centre du pays. Est-ce qu'on peut dire un an après que ces tensions-là sont derrière nous? Merci. D'abord, je voudrais revenir sur l'accord politique de gouvernance signé le 2. Très rapidement. D'accord. Maintenant, il faut retenir la signature de cet accord. Quand même, c'est la sagesse et le bon sens du président qui a valu à la signature de cet accord. Parce qu'il y a une crise qui a été inventée après les élections présidentielles. C'est l'opposition quand même qui était demanderesse de cet accord. De cet accord. Oui. Et nous avons tous pensé en son temps qu'avec la signature de cet accord-là, pourrait quand même nous permettre d'avoir un consensus pour mettre le pays au-dessus des clivages politiques et autres. Mais après cette signature-là, nous avons compris que vraiment, il y en a qui, comme on le dit dans les arguments ou les chaos, ils sont dans ça encore. En tout cas, avec la signature, les partis politiques qui ont signé cet accord-là, je crois que ça va nous permettre d'avancer et de sortir la crise dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Et nous avons même vu les prémices déjà. Maintenant, par rapport à... Revenez sur votre question, s'il vous plaît. Et par rapport à la situation du centre. À la situation du centre. Merci. Je crois que ça n'a laissé personne indifférent. C'est une situation qui vraiment est malvenue pour nous. Et je crois que les autorités ont pris la chose avec mesure. Vous avez constaté avec moi qu'il y a eu plusieurs missions, notamment le Premier ministre le Premier ministre précédent a fait des tours et celui qui est là maintenant aussi est allé. Et je crois que des décisions ont été prises. Et si toutes les parties parviennent à vraiment mettre du sien dans ça, ça pourrait nous permettre vraiment de décanter. Donc il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux, on peut le dire, depuis le dernier voyage du Premier ministre. Je crois que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Okay. Et Dieu merci. Okay. Foma, par rapport au centre, on voit quand même qu'on n'entend plus de villages ravagés, on ne compte plus 20, 30, 40 morts. Non, bon, ce qui se passe au centre, nous souhaiterions que
les actions qui ont été mises puissent être une solution. Mais il y a des morts même aujourd'hui. Même à l'heure actuelle où je te parle, les gens vont mourir. Il ne faut pas masquer les choses. Mais nous, il faut te poser la question. On a nommé un haut représentant du centre. Comme ça, quel a été son effet? Ce problème des centres, c'est un autre problème. Et ce n'est pas parce que ça va. Si ça va aujourd'hui, ce n'est pas l'action du gouvernement. C'est ceux-là même qui ont pris les armes entre eux et qui ont décidé de ne pas prendre les armes. Mais il y a eu un facilitateur quand même. Mais même le facilitateur, je le connais, nous connaissons cette situation. Ce facilitateur n'est pas le gouvernement. Sous l'impulsion du Premier ministre actuel. Non, mais il ne faut pas essayer de faire chapeauter, il ne faut pas politiser cette action du centre-là. Ça va au-delà d'un homme. C'est un ensemble qui est là. L'action du Premier ministre est venue après des actions, des multiples actions par les façons d'Ameton et par plusieurs associations. Il ne faut pas nier cela. Mais le gouvernement quand même pouvait mettre un terme à ces actions parallèles. C'est le gouvernement qui a créé ce problème. C'est ce même gouvernement qui nous a fait dire que c'est un problème communautaire au même moment, alors que le problème du centre, c'est la continuité du problème du Nord. Que les gens le sachent. Maintenant, par rapport à tout ça, il a parlé de l'accord politique des gouvernants. Comment tu as vu cet accord politique qui est une insulte? On nomme un Premier ministre et en même temps, il est le ministre des Finances. Comme s'il y a une opacité à cacher aux Maliens. C'est-à-dire, moi je me demande comment les gens parviennent à concevoir cela dans un pays démocratique. Peut-être qu'il est assez érodé dans la gestion des finances publiques. Ce n'est pas qu'il a été érodé, c'est même ministre de la porte des casseroles. Tu as vu, on a dit devant tout le monde que l'Union européenne a financé l'armée malienne au front. Et ils ont déclaré que ces fonds ont disparu par manque de traçabilité. Aucun membre du gouvernement n'a osé lever le petit doigt pour démentir. Maintenant, pour revenir à l'accord par rapport à ATR, je ne suis pas totalement satisfait. Je suis l'auteur qui dit que l'accord d'Alger a tué plus qu'une épidémie. Nous avons signé cet accord d'Alger dans le sens d'avoir la paix. Mais cet accord en signant n'a ni donné la paix ni la stabilité. Ça a tué plus que même s'il n'y avait pas d'accord. Et à partir de ce que je voudrais que tu me dises, si je dis l'effort fourni par la CEMA, la CEMA a été tout le temps complice des terroristes. Ah bon? Quand Assari Doukila, le président de la CEMA, a déclaré que Yad est un frère, il l'a déclaré dans le journal. Que Yad Akali est un frère. Même à Bamako, on tient ce même discours. Écoute-moi, quand tu dis que Yad est un frère, pendant que la conférence d'entente nationale passée là la conférence d'entente avait encouragé le gouvernement malien à négocier et avec Yad et avec écoute-moi, la conférence d'entente nationale a été un fiasco. Le président de la République est venu dire devant tout le monde qu'il n'y a pas eu d'entente autour de la définition de l'Azawad. Peut-être sous la pression de la communauté internationale. Tu dis tout le temps sous les pressions. Quelle pression? Maintenant, nous sommes dans une logique. Quelle logique? Il dit les gens sont dans l'opposition, dans la majorité. C'est vrai. C'est peut-être un retournement de veste, si on peut qualifier. Donc vous vous êtes senti concerné par Non, ces pas propos. que je me suis senti concerné. Laisse-moi parler. Je ne suis pas concerné parce que moi, je suis un homme très crédible. Vous êtes concerné, le discours que j'ai tenu à la majorité, c'est ce même discours que j'ai tenu à l'opposition. Parce que nous sommes en train de combattre un système qui a été établi en 92. Et que vous avez Nous soutenu voulons au départ. défaire Vous ce étiez de la système-là. majorité, Et moi, étant dans la majorité, j'ai lutté contre l'accord politique de gouvernance. J'ai dit que c'est un mépris, c'est une insulte. Il faut que les hommes politiques aient le courage de défendre le pays contre un régime. Maintenant, ce que je souhaiterais, que les gens soient politiques, opposition, je préfère ça parce que s'il n'y a pas le Mali, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Mais si vous réclamez l'indépendance, celui qui demande la division, celui qui demande la partition Mais du dès pays, lors que l'accord a été signé, je pense que ce cette n'est pas- question non, ne se pose plus. non, ce n'est pas que l'accord a été signé. Ouais. Toi-même, tu as dit que cet accord-là, ils ont signé, ça nous impliquait. Nous avons demandé. Moi, personnellement, j'ai demandé. Parce que vous avez mandaté une élite pour Non, signer à votre place. écoute-moi. Cet accord-là, pourquoi ils n'ont jamais eu le courage de discuter l'accord d'Alger à la télé malienne, en langue nationale bamana ou dans les autres langues? C'est le rôle du gouvernement. Si le gouvernement ne l'a pas fait. Mais je te dis, cet accord-là a donné un diagnostic faux. Le diagnostic de l'accord d'Alger est faux parce que ce n'est pas
la bonne gouvernance qu'ils cherchent. D'accord. Ils cherchent leur indépendance. C'est la raison pour laquelle ils disent, c'est bien mentionné, que l'État doit leur donner 40% du budget national pendant 20 ans pour éponger les 50 ans de souffrance. Ok, un temps de réaction avant de donner la parole à... Mais vous permettez, sincèrement, soit on discute sur des choses qui existent, soit chacun de nous va créer son monde à lui. Dans sa tête, il le défend. Mais on peut pas. Ce que vous avancez n'est nulle part. Nous, on ne l'a pas dit. L'accord ne l'a pas dit. Quoi? Vous êtes en train de dire que, d'abord, vous parlez d'un certain pourcentage sur 20 ans sur les ressources de l'État. C'est bien mentionné. Ensuite, vous dites que nous, on est en train de demander dans l'accord la séparation. La partition. Mais tout ça est faux. Je m'excuse. Mais vous avez des autorités intérimaires installées frauduleusement. Je vous réponds. Est-ce que ces autorités intérimaires n'est pas une violation de la Constitution et des lois? Mais c'est l'accord qui prévoit ces autorités intérimaires. C'est Fomba. Monsieur Fomba. C'est les journalistes qui posent les questions. Et moi, j'ai réagi en fonction de ce que vous dites. C'est-à-dire, l'accord, dans son préambule déjà, ne donne l'occasion à personne encore de tenir les propos que vous tenez par rapport à la question de l'intégrité territoriale. Dans le préambule de l'accord, il est clairement dit que les partis reconnaissent l'intégrité territoriale, le caractère laïque et républicain de l'État, et les caractères indivisibles. Mais pourquoi vous fêtez l'indépendance à Kidal tous les 6 mois, tous les 6 avril? Est-ce que je peux vous répondre pour qu'on ait des réponses? C'est un débat. Non, ça, c'est de la théorie. Maintenant, pourquoi ils fêtent l'indépendance tous les 6 avril du mois? Il continue, allez-y. D'accord. Donc, je dis, ce que vous dites n'est nulle part. Donc, ce n'est ni dans l'accord, ce n'est ni chez moi, ni dans ce que j'ai dit, ni dans ce que je pense. Mais vous pouvez continuer à développer vos théories complotistes. Ça, peut-être, ça vous arrange ou peut-être que c'est pour un autre usage. Je vous le concède, mais moi, je vais vous dire ce qui est dans l'accord. L'accord, dans son préambule, exclut toutes vos inquiétudes. Et il exclut toute idée de séparation parce qu'on s'est entendu là-dessus. Cet accord-là, il a fallu un travail de presque 1 an de négociation. Et on est arrivé à la fin à ce que les partis s'engagent à respecter un certain nombre de choses, entre autres, l'indivisibilité du territoire. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi se tromper. Ce n'est pas parce que ces aspects sont protégés dans l'accord que les gens sont condamnés à ne pas demander une amélioration de la gouvernance. Le problème qui se pose, c'est que tant qu'on n'a pas accepté qu'au nord, comme au centre, comme au sud, comme ailleurs, sur toute l'étendue du territoire, il y a un sérieux problème de malgouvernance, de gouvernance qui s'est posé. Et ça, c'est pas seulement sous le régime des BK. Je ne sais pas à quel parti vous appartenez exactement, mais je suis sûr qu'il n'y a pas un parti politique au Mali, à l'exception de ceux qui sont nés récemment, qui n'ont pas partagé et qui ne partagent pas la responsabilité de ce que vit le pays aujourd'hui. Donc nous, au-delà de ce que nous reconnaissons dans tout l'accord, nous disons que la question de gouvernance, la question de la décentralisation poussée, voire de la régionalisation des territoires, de l'ensemble des régions, y compris les régions du Sud, y compris les régions du Centre, est la réponse, est la solution pour permettre aux uns et aux autres, à tout le monde, de prendre leur destin en main, de prendre la gestion de leur terroir, de participer activement à la vie de chez eux. C'est ça qui est dans l'accord, c'est ce que nous défendons. Et tout ce qu'on veut créer à côté, ça ne fait qu'ajouter le flou à la tête des gens. Enfin, je souhaite vraiment qu'on soit des pédagogues vis-à-vis des populations. Moi, ce n'est pas pour rien que depuis c'est seulement la SEMA a commencé à participer à des débats ici, à Bamako, il n'y a même pas 3 mois. C'est parce que j'ai jugé nécessaire en tant que porte-parole de la SEMA de parler à tous les Maliens, de montrer aux gens qu'il n'y a pas de tabou et que les gens qui ont le plaisir de venir chaque fois raconter des contre-vérités sur l'accord, sur la CMA, sur Kidal, ces gens-là, on va parler de vive voix et que la vérité triomphe en fin de compte. Mais Ataïr, est-ce que vous êtes preneur à ce qu'on réplique cette notion de sans tabou, de tabou au niveau du dialogue politique inclusif par rapport à l'accord? Par rapport à l'accord. Parce que les Maliens parlent de plus en plus à une éventuelle résolution. Je vous assure, M. Sidibé, je vous assure d'une chose. Si tous les Maliens ne peuvent pas connaître le contenu de l'accord, pour la simple raison qu'on a une grande majorité de nos concitoyens qui sont analphabètes. Mais si la majorité des Maliens, au moins la majorité de ceux qui savent lire et écrire, parvenaient à lire cet accord de fond en comble, je vous assure que les gens vont se l'approprier.
Et ceux qui sont en train d'utiliser l'idée de rejeter l'accord, de le déchirer par calcul politicien et par calcul populiste, ces gens-là vont perdre ce qu'ils pensent être leur futur électorat. Parce qu'il y a des gens, il y a des politiciens qui jouent là-dessus. Ils pensent qu'en disant les gens sont des séparatistes, l'accord est une trahison, l'accord c'est la division, ben, les gens qui ne savent pas lire et écrire et qui ne connaissent pas le contenu de l'accord, ils vont applaudir parce que la fibre patriotique, la fibre nationaliste des gens, on la touche en disant, en menaçant, en brandissant la menace de la séparation, mais en réalité, c'est des calculs purement politiciens de gens qui n'ont aucun souci du Mali en réalité, qui n'ont comme seul souci d'engranger des électorats en vue des élections. Nous ne sommes pas un parti politique, nous n'avons pas de vérité d'électorat quelconque ni de populisme quelconque. Nous voulons dire la vérité aux gens et à tous les Maliens de Sikasso, de Kolonjeba, de Tombouctou, de Kidal, de partout. On veut que les gens entendent ce qui est dans l'accord et qu'ils sachent que cet accord est une des solutions. Ce n'est pas la solution définitive, c'est la solution, elle n'existe nulle part, il n'y aura jamais de solution. Et enfin, je voudrais juste finir par ça, ceux qui veulent qu'on rejette cet accord, ils ne proposent rien. Ils nous disent, mais moi je voudrais sur ce plateau que ceux qui sont contre l'accord nous disent en dehors de l'accord, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Parce que le problème, même si on jette cet accord et qu'on crée autre chose ou un nouvel accord, le problème qui va se poser toujours, vous savez c'est quoi Fomba? C'est le problème de la volonté politique. Et je suis presque sûr que même vous, en tant que parti politique, quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez faire comme vos semblables. Okay. Donc il y aura, tant qu'on ne s'est pas muni d'une réelle volonté politique, on ne réglera ni le problème de Kidal, ni le problème du centre, ni le problème des routes de Caille. Ok, d'accord. Nous, ça, on a vu quand même qu'avec cet accord, quand même, il a ce mérite d'avoir, en tout cas, pu contenir les belligérances entre les partis signataires. Bon, avant, j'espère que vous n'allez pas m'interrompre. Mon frère Moussa a dit qu'il était désespéré. Oui. À partir de cet instant, vous pouvez commencer à espérer, parce que nous, Moussa et ses amis politiques sont de la génération de ceux qui vont libérer le peuple touareg, de ceux qui vont restaurer leur dignité, de ceux qui vont libérer la communauté touareg du joug de ces féodaux, de ces terroristes et de ces racistes. Donc vous pouvez commencer à espérer maintenant. Vous avez parlé d'anciens compagnons ou des gens qui sont de la majorité. Vous savez, en politique, il y a les grands hommes de la politique. Il y a les petits messieurs de la politique. Les grands hommes sont ceux qui sont cohérents et qui restent dans la ligne de défense de leur pays. Nous faisons partie indéniablement de cela. Vous avez parlé de... Parce que vous n'avez pas signé l'accord politique. Partition, vous avez parlé de partition du pays. Mais il est évident, soyons honnêtes. Vous avez parlé d'honnêteté, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. L'accord, en imposant la régionalisation au Mali, est en train de faire le lit du séparatisme. Les régions, telles que définies par l'accord d'Alger, ont des prérogatives au-dessus des Länder allemands, au-dessus des régions autonomes espagnoles. La régionalisation telle que proposée, c'est un État. C'est parce que les régions seront dotées de tous les attributs d'un État, excepté la monnaie. Même le Mali n'a pas la souveraineté monétaire. Le président des régions est élu au suffrage universel comme le président de la République du Mali. Ils ont la diplomatie, ils ont les affaires, ils ont la diplomatie, ils ont la coopération transfrontalière. Et vous voulez nous dire aujourd'hui, à nous autres, que ce n'est pas la partition du pays? Nous avons lu l'accord. Vous avez parlé de l'intégrité du territoire et que nous ne proposons rien. Voici ce que nous proposons. On ne revendique pas avec les armes dans notre pays. Voici ce que nous proposons. On revendique politiquement en obéissant aux principes de la Constitution. Les problèmes de gouvernance. Mais quelle partie du Mali n'en connaît pas? À Savalibougou, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, ils n'ont pas accès à l'eau potable. À Kéniéba, dans la région de Caille, où ils ont plus de 80% des ressources minières du pays, ils n'ont pas le développement, ils n'ont pas de dispensaire. Même s'ils en ont, c'est dans un état défectueux. Nous ne sommes pas des populistes, contrairement à vous. Nous sommes des gens qui sont avertis et qui ont demandé à ce qu'on pose le véritable problème du septentrion malien. Que se passe-t-il à Kidal? C'est qu'à Kidal, il y a un petit poignet de féodaux, de gens qui pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur l'ensemble des communautés du Nord, plus précisément sur les autres Touaregs. Il s'agit des Iforas. Que se passe-t-il à Kidal? Voici des gens à qui on a mis dans la tête que le Mali est le seul pays
où les Noirs dirigent les Blancs. C'est ça les dessous. Il y a des Touaregs au Niger. Donc c'est pour vous dire, y compris le séparatisme au Niger et au Mali, c'était la même chose. Mais la différence entre le Mali et le Niger, c'est que le Niger a eu un État qui a ce qu'on appelle un souci de son pays. Le Niger a eu des gouvernants responsables, des gouvernants qui ont défendu leur pays, qui ont défendu l'unité nationale. Vous savez, ces séparatistes-là, ils ne sont pas légitimes. Ils prétendent défendre des populations qui les ont reniées. Kidal a été vidé de ses habitants. Donc, ce sont des faits qui sont là et aucun stratagème, aucun subterfuge ne peut nous empêcher de prononcer cela. Comment vous comptez le faire? Mais quand on le dit, je vous dis qu'on ne rentre pas en revendication avec les armes. On ne rentre pas en politique avec les armes. On rentre avec des idées, on rentre désarmés d'abord. Nous sommes d'accord avec un dialogue pour discuter avec nos frères qui sont aujourd'hui révoltés par les questions de gouvernance. J'en suis un. C'est pour ça que je suis à l'opposition. Je suis révolté par les questions de gouvernance. Mais pour autant, je n'ai pas demandé à prendre les armes. Je ne prendrai pas les armes. Donc, nous voulons le dialogue, nous voulons un accord, nous voulons des discussions, mais nous voulons le désarmement d'abord. Désarmer, déposer les armes et vous discuter de frère à frère. Entre Maliens, nous allons trouver une solution. Pour terminer, je pense que vous avez donné la parole à tout le monde. Et vous m'avez sévré comme à votre jouer à la victime ce soir. Vous m'avez sévré comme à votre habitude. Je voudrais dire que dans notre pays, nous sommes les héritiers des grands empires. Les communautés ont vécu ensemble depuis les empires médiévaux, en toute symbiose, en toute tranquillité. Dans notre pays, la nation a précédé l'État. L'État a mis feu à la nation, à commencer par le centre. Il a évoqué la calmie dans le centre. Soyons sérieux. Le Premier ministre est allé en promenade de santé dans le centre du pays. Il a signé des documents un peu partout, mais pour autant, nous n'avons pas eu la paix. Il n'y a pas d'accalmie. Fomba l'a dit. Aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, il y a des morts dans le centre du pays. Vous parlez de... On ne rase plus de villages. Mais on ne rasait pas des villages de 2012 à 2016. C'est-à-dire, décimer des villages, ça a commencé en 2019. Donc, ne nous dites pas qu'il y a une accalmie. Tant que l'État du Mali, dans sa composante la plus sérieuse, ne va pas assumer ses responsabilités, qui est de sécuriser tous les citoyens, qui est d'apporter la gouvernance, qui est de faire rassurer les populations par les administrateurs, qui est de faire régner la justice de façon saine sur l'ensemble du territoire, on ne finira pas avec cette situation dramatique que nous connaissons, qui est malheureusement déniée par une bonne partie de la classe dirigeante. Voilà. Koulibaly, on voit quand même que les voix s'élèvent de plus en plus contre une éventuelle, si vous voulez, pour une éventuelle révision de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Est-ce que c'est là la question va être posée au niveau du dialogue politique inclusif en vie? Bon, vous qui êtes de la majorité présidentielle. Oui, merci. Parler de réviser l'accord, je crois que le dialogue... L'accord politique prévoit la mise en œuvre de l'accord. Voilà. Et même le dialogue aussi prévoit ça parmi les résultats attendus. Et là, il s'agit de voir les insuffisances pour asseoir les pistes de consolidation de la paix, de la sécurité et de vivre ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est ce qui va être, c'est ça qui sera les résultats attendus par rapport à ce dialogue. Oui, mais si les signataires de l'accord, je veux parler de la plateforme et de la CEMA, opposaient, si vous voulez, un niet catégorique par rapport à cette révision, comment vous allez gérer? On n'a pas parlé de révision. On ne parlera pas de révision. Quand vous dites qu'il n'y aura pas de questions taboues lors du dialogue politique inclusif, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mais on trouverait un consensus. Mais on va quand même en parler. On en parlera. C'est ce que j'ai dit. C'est un des résultats attendus par rapport à ce dialogue. Ça va être débattu. Comment est-ce qu'il faut revoir l'accord... Donc vous parlez de révision maintenant? Non, pas de révision. Pas de révision. Non, on fera le point quand même par rapport à sa mise en œuvre. Mais aller à une révision, comme l'a dit, peut-être ça c'est dans les canevas ou dans l'agenda de certains. Nous, on ne partage pas cela. Au niveau de la majorité, on ne partage pas cela, c'est clair. C'est un accord qui a été signé par le peuple malien. Donc la mise en œuvre, chacun doit s'atteler à ça. Point barre. On ne reviendra plus vite sur ça. Voilà. Maintenant,
par rapport à Fomba qui disait que le Premier ministre a double casquette. Bon, moi je crois que ça veut dire que l'opposition, finalement, je dirais que c'est devenu un problème. Quand ils disent blanc aujourd'hui et que le gouvernement est dans ce sens, ils disent demain c'est noir. Parce qu'ils avaient dénoncé un gouvernement pléthorique. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Dénoncé. Ils disent que le gouvernement est pléthorique. Si on veut vraiment rassembler les départements autour de, pour donner à un seul homme, on dirait qu'encore là, c'est trop pour un individu. Vraiment, je vais lancer un appel. Et tu oublies que le ministre des Finances, c'est un portefeuille régalien de l'État. Mais, Le ministère des Finances, oui, c'est un portefeuille régalien de l'État. Un des portefeuilles, ouais. Et un des portefeuilles. J'ai Et la le parole. Premier ministre, encore, c'est lui qui a. mais rien ne l'interdit. Rien ne. Si, les en textes Côte d'Ivoire, ne tout près, ça l'interdisent existe. pas, Allez-y voir. la pratique républicaine. Allez-y en Côte d'Ivoire. Non, c'est pour nous dire qu'il y a des exemples quand même. Qui vous a dit En que la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire, était ça un pays existe en Côte sérieux? Ça, d'Ivoire. c'est un autre débat. Non. Mais on voit Non, les présidents de la République des portefeuilles Ce de n'est ministre de la pas, ce n'est Défense. pas par exemple. interdit. Ça n'honore pas la démocratie. Ok, d'accord. Ah, vous parlez Continuez. de démocratie encore. Continue. Justement, je vais en venir. Quand on parle de démocratie, C'est une quand opacité j'entends un Fomba dire aujourd'hui que le président de la République doit démissionner dans une démocratie, je ne comprends plus. Pas Ça veut ici, dire que pas les autour de ce pas plateau. autour de comme cette ça. table, Pas sur ici cette quand table, même. quand même. Non, il a l'habitude de le dire, je le suis. Comment ça? Non, Ah, donc tu me suivais. vous êtes démocrate, les voies les mieux indiquées sont là pour parvenir au pouvoir. Moi, je crois qu'il faut exercer, il faut utiliser ces canaux-là. Franchement, Il faut utiliser- demander la démission de quelqu'un est quand même démocratique. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut demander la démission. Non, C'est ok. démocratique quand même. D'accord, donc on va aller. Il y a les voies quand D'accord. même, il y Non, moi, a les j'ai- voies pour accéder je au disais pouvoir. que j'ai Je vous dis, demandé. c'est démocratique. On va laisser Fomba. Mon cher Koulibaly, Allez-y. Fisson Koulibaly, moi j'ai dit la motion de censure contre le Premier ministre Boubé Maïga était un désaveu contre le président de la République. En démocratie réelle, soit il démissionne ou il organise une transition. C'est cette phrase que j'ai utilisée. S'il n'a pas eu le courage de démissionner parce qu'il a été désavoué par sa majorité et l'opposition à la fois, du jamais vu dans une démocratie. Oui, mais Et est-ce que les démocratiquement- porteurs de cette motion n'étaient pas assez Non. responsables pour savoir qui est qui? Non, quand qui tu sont as une leurs cibles? majorité et C'est une les envoyés du quand ta président, propre quoi. majorité désavoue ton premier ministre, ça veut dire qu'ils ont mis le programme même du président de la République en cause. De ce fait, moi je voudrais tout simplement dire, en continuant le débat, pour dire qu'il est très important que les gens défendent le pays. Nous ne sommes pas dans l'idée de conquête de portefeuille pour faire quoi que ce soit. Ce pays a suffisamment fait pour nous. Mais le rôle d'un parti politique, Maintenant- c'est de conquérir le pouvoir. Non, Fomba. le rôle, non, je n'ai pas dit que ce n'est pas la conquête du pouvoir. Mais allez-y faire la coubette pour pouvoir avoir une place. Et surtout, ayant cette place et ne pas laver les vaisselles comme le président l'a dit, c'est encore très grave. C'est lui qui l'a dit. C'est encore très grave. Maintenant, moi je dirais tout simplement, par rapport à l'accord d'Alger, pour révisiter, l'accord politique de gouvernance n'a pas prévu une rélecture de l'accord d'Alger. Que cela soit clair. Ce qui est dit dans l'accord politique de gouvernance, c'est le processus de paix. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment nous puissions nous entendre dans le dialogue pour appliquer l'accord d'Alger. Il n'y aura ni point ni virgule. C'est ce langage qu'il faut tenir au peuple malien. Mais d'où vient l'expression tabou là? Non, il n'y aura pas de sujet tabou. Sidibé, Oui. quand un écrit est là, pour flouer. et la tradition orale, nous nous identifions à ce qui a été écrit. L'accord politique de gouvernance est très clair, dans lequel est issu le dialogue politique inclusif. C'est clair que ceux qui ont signé là, ils n'étaient pas d'accord avec l'accord d'Alger. On les a dit, bon, signez, et vous êtes d'accord avec l'application de l'accord d'Alger. Et on a dit clairement que l'accord d'Alger restera tel quel. Donc, il n'y a pas question de dire aux Maliens qu'on va revisiter l'accord d'Alger. Si on part au dialogue là, ce qui est clair, c'est pour appliquer l'accord d'Alger tel qu'il est décrit. Il n'y a pas de mensonge autour de ça, que les gens soient clairs. Maintenant, ce que nous disons, ce que je déplore au niveau de l'accord d'Alger, comme Noussar l'a dit, c'est vrai. Quand je vois dans cet accord que vous réclamez des portefeuilles ministériels au nom des régions. Dans l'accord? Dans l'accord. Dans l'accord, ils ont dit de donner des institutions aux régions du Nord Une meilleure représentation. pour une meilleure représentation. Les ressortissants du Et Nord. dans ce même accord, il est dit clairement que l'armée qui doit être mise dans les 5 régions, 80% seront des ressortissants du Nord et 20% pour les autres régions. Et la présence sera assurée par la CEMA. Et c'est la raison pour laquelle nous dit, mais ça c'est quelle sécurité? Ok, d'accord. Et ils le savent que ce qu'ils cherchent, c'est une zone tampon
au niveau des 5 régions du Nord. Nous voulons une régionalisation, je l'ai dit. La régionalisation que nous souhaitons, c'est une régionalisation uniforme, applicable par tout le Mali, mais qui ne donne pas un pouvoir de région-État à des présidents des régions. Voilà. Est-ce qu'il y a une crainte qui est assez quand même mettre sur la table la question de la révision de l'accord lors du dialogue, si vous voulez, du dialogue politique inclusif? Je vais répondre à cette question, mais rebondir d'abord sur mon frère Sarr, qui nous donne la grande nouvelle qu'il va libérer les Touaregs. Je ne sais pas dans quel sens. Comment? J'ai dit nous allons libérer. Oui, vous, en tant que politicien. Non, il dit voilà. ça. Non, il dit lui en tant que politique. Donc, j'imagine que c'est à travers son parti politique. Parce que vous n'avez pas tous les hommes politiques du Mali avec vous. Vous êtes un parti politique. Donc, je pense que vous, à travers vos idées, à travers votre vision pour le pays, vous allez libérer les Touaregs. Mais je tiens à vous rassurer, vous pouvez économiser ces efforts-là pour libérer les Touaregs et libérer les Maliens de la pauvreté. Parce que les Touaregs ne sont pas en prison, ils ne sont pas esclaves, ils ne sont pas en otage. C'est un peuple qui a toujours vécu de manière digne et qui, même au temps colonial, les Touaregs n'ont pas été soumis à la colonisation. Un des rares peuples qui a combattu jusqu'en 1903 les colonisateurs français. Donc il n'y a jamais eu d'esclaves Touaregs dans les rangs de la colonisation. Donc c'est pour vous dire... Donc c'est pour vous dire, rassurez-vous, on a très bien combattu. Jusqu'en 1903, la dernière résistance en Afrique subsaharienne contre le colonisateur français, c'était la résistance de Ferro Nagalansar. Il y a tous les livres, il y a tout est là. Maintenant, non mais laisse-moi. Moi, on n'a plus assez de temps. Je t'ai laissé les pour revenir à ma question. Comment s'il vous plaît, le temps joue contre nous. Laissez-moi mon temps. Laissez-moi mon temps. Recommandation de la France. Donc maintenant, ensuite, vous avancez encore des contre-vérités, M. Sarr, pour parler des féodaux à Kidal. Il n'y a aucune féodalité à Kidal. Vous parlez des IFOAS. Il faut connaître la constitution sociologique des régions pour avoir une lecture vraiment équilibrée. Il y a plusieurs communautés à Kidal. Il n'y a pas que les IFOAS, il y a d'autres. Donc, il n'y a pas une partie de la population qui exerce une colonisation sur une autre. Il y a un ensemble de populations qui vit les mêmes réalités, les mêmes problèmes et qui se bat pour en sortir. Enfin, rebondir sur M. Fomba, il n'est écrit nulle part dans l'accord pour la paix et la réconciliation ici du projet d'Alger que 80% des effectifs seront constitués de mais mon cher, je fais partie de ceux qui l'ont rédigé. Donc je peux te les citer article par article, du préambule à la fin. Moi aussi, je te cite article par article pour te dire d'accord, que nous sommes tous citez-moi l'article, donnez-moi le numéro de l'article qui dit que... C'est toi qui demandes, non? Oui, donc je vous informe qu'il n'a jamais été question de pourcentage dans l'accord. Il est dit en majorité, en majorité des ressortissants du Nord. Il n'a jamais été question de Touareg. S'il te plaît, Monsieur Fomba, calmez-vous, laissez-moi parler. Le gouvernement a signé cet accord en toute responsabilité. Donc la faute et nous, le peuple va rejeter en toute responsabilité. Mais devant le gouvernement. Non, le peuple va rejeter en toute responsabilité. Le peuple a adhéré au contraire. On va parler un à un. On a dit en majorité des populations du Nord. Les populations du Nord, contrairement à certains qui sont en train même de flirter avec le racisme. Parce que ceux qui essayent de faire croire aux Maliens que tout ce qui est dans l'accord, c'est pour les Touaregs et les Arabes, qui pensent que les Touaregs, c'est les Touaregs qui vont dominer, je ne sais pas, les Nord ou les Mali. Franchement, ça, il faut faire attention à ça, parce que là, on est en train de tomber dans des relents de racisme. Et les 80%, la majorité dont on parle de constitution des forces armées reconstituées ici des régions du Nord, c'est les Soreilles, c'est les Peuls, c'est les Tamashek, c'est les Arabes, c'est tout ce monde-là. Donc c'est pour le dire. Maintenant les Bambara, les Soniké, comme si l'armée qui doit être dans les régions du Nord, une armée républicaine. L'armée n'appartient pas à une région. C'est l'accord qui a prévu. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec cet accord. Bon, laissez-moi finir. Allez-y. Monsieur Fomba, tu peux me laisser finir et après tu as ton... Ok, merci. Donc, il n'en est pas question. On ne parle pas d'une armée communautaire ni ethnique. On parle d'un pourcentage ou d'un niveau important ici des régions, des populations du Nord. Et ça, c'est dans le sens où
il s'agit de confirmer les caractères décentralisés qui va s'exercer dans la gouvernance. Parce que vous pensez que demain, si on prend des gens de Kidal ou de Taoudeni pour les amener en grande majorité à Kaï pour être dans les forces constituant l'armée, vous pensez que ça va marcher? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ça ne va pas marcher. Donc nous sommes dans un processus de décentralisation et la décentralisation doit concerner l'ensemble des sphères d'organisation de la gouvernance du pays. Et enfin, je vais vraiment vous rassurer sur quelque chose. Je trouve qu'il y a une confusion qui est en train de se faire sur les notions et les concepts. Les gens parlent d'intégrité territoriale du Mali qui est menacée et ils la confondent entièrement avec le concept de souveraineté de l'État. Ce n'est pas parce que l'État n'exerce pas sa souveraineté sur une partie du territoire ou certaines régions que l'intégrité territoriale du pays n'existe pas. L'intégrité territoriale est là, mais le problème c'est que l'État ne parvient pas à exercer sa souveraineté parce qu'il n'a pas déployé tout ce qu'il faut, il n'y a pas tous les services de l'État, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que l'État soit présent. C'est tout. Alors, en 30 secondes, franchement, monsieur vient de donner une définition totalement erronée de l'intégrité du territoire. On ne peut pas dissocier l'intégrité du territoire de l'exercice de la plénitude de la souveraineté de l'État. C'est faux, c'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Aussi, en 2004, soyons sérieux, en 2004, Madame la ministre Nina Wallet a été élue maire de Kidal, mais elle n'a jamais pris fonction. Parce que les Ifogas l'en ont empêché. Le député le mieux élu du Mali, c'est M. Mohamed Aguintala, qui a été élu dans un bureau de vote où il y avait, dans un centre, dans un cercle où c'était 5 votants, 4 ont voté pour lui. Donc c'est pour vous dire, les réalités, vous ne pouvez pas les cacher. Okay. Mais quand le peuple touareg est pris en otage par cette minorité de racistes, cette minorité de féodaux qui pensent qu'elles ont droit de vie et de mort sur l'ensemble de toutes les communautés touareg. Mais c'est pourquoi vous les avez chassés? Pourquoi cette minorité a chassé les autres touaregs? S'il vous plaît. Aujourd'hui, les Idnan, les Imrad sont plus en Algérie qu'à Kidal. C'est ça la vérité. C'est sur cette interrogation que prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité. Mes invités étaient Aboukar Sirgi Fomba, président de l'ADPM, Moussa Ag Ataher, porte-parole de la SEMA, Noussar, président du parti FAD, et Sidati Koulibaly de l'UJU-RPM. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.